Bonjour, quelque chose de différent aujourd'hui, puisque ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai lancé les travaux sur cette Cagiva, et que pour marquer le coup, je vous ai proposé de me poser des questions, et je vais essayer d'y répondre. Alors, première note, on est en décembre, il fait sacrément froid dans le garage, donc si j'ai l'air un petit peu crispé et si j'ai les mains un petit peu blanches, c'est pour ça. Alors je commence avec des questions un petit peu plus générales. Qu'est-ce que tu penses de la pertinence ou non de rouler au quotidien avec un 2 temps? Alors, ma réponse, je vais la restreindre aux 2 temps un petit peu anciens. En même temps, les 2 temps modernes, que je sache, il y a les 50 cm3, il y a les crosses très très énervées et il y a les hors-bord. Donc si vous allez au boulot en Zodiac, ma réponse ne vous concerne pas. Donc pour ces 2 temps un petit peu anciens, pour moi c'est ok pour l'occasionnel, il fait beau, vous avez envie d'aller au boulot avec pour changer un petit peu les idées, vous n'êtes pas pressé, ouais pourquoi pas. Au quotidien, ça me semble pas du tout adapté, surtout en agglomération. Déjà, tout simplement, il y a la problématique de la pollution. Alors, on pense qu'on veut des ZFE, etc. N'empêche qu'elles sont là pour une raison. Et il ne faut pas se voiler la face, le 2 temps, surtout ancien, ça pollue quand même pas mal. Donc, en agglomération, c'est pas cool. Ensuite, qui dit trajet quotidien, dit risque plus élevé. On sait tous comment beaucoup de gens roulent sur la route, surtout sur les trajets quotidiens. C'est con de se retrouver avec une moto épave parce que vous avez eu un petit accrochage parce que la voiture derrière n'a pas vu que vous freiniez et vous est rentré dedans, et que, pas de bol, c'est des pièces qui sont introuvables parce que c'est une moto qui se fait plus depuis 35 ans. Et enfin, la problématique de l'entretien et de la fiabilité. Des 2 temps un petit peu anciens, un petit peu énervés comme ça, au niveau entretien, c'est quand même très contraignant. En général, on considère que la segmentation est à faire tous les 6000. Bon, 6000 km en usage quotidien, ça se fait vite. Hein. Donc vous allez passer beaucoup de temps à faire de l'entretien courant. Fiabilité aussi, parce que ouais, c'est cool, c'est sympa d'avoir une petite moto rigolote pour aller au boulot. Perso, le matin, je vais au boulot, j'ai pas envie de me retrouver emmerdé parce que mince, pas de bol, j'ai serré au milieu de la route, quoi. Bon. Donc voilà, pour un usage quotidien, perso, je resterai sur des véhicules plus modernes et plus fiables. Même si, bien sûr, ça n'empêche pas de prendre une vieille moto de temps, une fois de temps en temps. C'est vendredi, il fait beau, j'ai un peu plus de temps, hop, j'en profite, je vais au boulot avec, c'est toujours sympa. Alors, ça va être longue. Top 5 des conseils que tu donnerais à un gros noob qui voudrait se lancer dans ce genre de sujet. Je suis sûr que le 4e va m'étonner. Écoute, je sais pas si le 4e va t'étonner, mais on va essayer, donc voilà. Donc, comme dit, ça va être un petit peu long. Alors, premier conseil, le choix du modèle. Le choix du modèle, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Surtout si c'est le premier projet, ne partez pas sur le premier truc qui vient. Cherchez un petit peu, renseignez-vous un petit peu, regardez un petit peu. Pour un premier projet, je conseille vraiment, mais vraiment, de partir sur un modèle répandu. Sur un modèle répandu où vous allez avoir de la pièce, où vous allez avoir de la documentation, où vous allez avoir une communauté. Parce que derrière, vous allez forcément avoir besoin de choses, vous allez forcément avoir besoin d'aide. Donc si vous pouvez avoir des gens qui peuvent vous expliquer un petit peu ce que vous avez fait de travers, ce qui manque, ce qui est cassé, ce qui ne marche pas, voilà, c'est vraiment super important. Faut pas faire comme moi avec les Cagiva, là, un truc où il y a, c'est des modèles avec très peu de pièces, très peu répandues, avec des pièces spécifiques au modèle, et absolument zéro communauté et une documentation pourrie. Faites pas ça. Pour votre premier, faites pas ça, ça va vous dégoûter. Deuxième conseil, la gestion du temps et des deadlines. Gros sujet aussi, là. Ça va forcément prendre du temps, beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que vous prévoyez de base. Il faut que vous prévoyiez déjà que vous allez partir sur un projet qui va durer minimum 6 mois, 1 an. Minimum. Donc, soyez prêts. Si vous laissez tomber en plein milieu parce que c'est long et que vous n'en voyez pas le bout, c'est dommage. Et encore, une moto, c'est plus facile et plus rapide qu'une voiture. Lié à ça, il y a la gestion des deadlines aussi. Évitez de vous lancer là-dedans si vous savez que vous allez avoir des deadlines à respecter. Je nuance un petit peu. Ça peut aider de fixer des deadlines pour se motiver, pour se bouger un petit peu, pour réussir à se redonner de l'élan. Mais il ne faut pas que ce soit des deadlines qui soient contraignantes si elles sont dépassées, parce que vous allez les dépasser. Donc si vous partez en disant, bon, j'ai 6 mois et pas une semaine de plus, parce qu'après j'ai besoin de la place, parce qu'après je pars, parce qu'après ceci, cela, c'est mort. Laissez tomber. Celle-là, j'espérais l'avoir finie en avril dernier. Voilà. On est en décembre, elle n'est pas encore finie. Voilà. Troisième conseil, avoir de la place.
Première chose, une moto, comme tous les véhicules, une fois démontée, ça prend 3 ou 4 fois plus de place que quand c'est assemblé. Vous allez avoir des pièces partout. Donc déjà, vous allez avoir besoin de place pour ranger les pièces. Vous allez avoir besoin de place pour ranger les pièces que vous allez commander et qui ne seront pas utilisées tout de suite. En plus de toute la place prise par toutes les pièces, vous allez avoir besoin de la place pour travailler dessus. Une moto juste stockée, juste rangée, vous n'avez pas besoin de tourner autour, vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux à côté, vous n'avez pas besoin de la bouger. Donc, ça a besoin de moins de place. Une moto sur laquelle vous travaillez, ça prend déjà beaucoup plus de place. Rajoutez la place pour les pièces. Voilà. Quatrième conseil, et dis-moi si j'ai réussi à t'étonner avec celui-là, c'est qu'il faut un minimum de rigueur. Pourquoi un minimum de rigueur? Déjà, tout ce que vous allez démonter, il va falloir le ranger, il va falloir le trier, il va falloir le classer. Il ne faut pas juste faire des grosses piles de pièces, parce que quand vous allez la reprendre 6 mois ou 9 mois après, regarde la pièce, vous allez dire, mince, c'est quoi, où ça va, comment ça se met, etc. Donc, alors, vous pouvez, dans un cas extrême, vous pouvez étiqueter toutes les pièces, mais au moins, rangez-les par sous-ensemble, ou par thème, ou par, voilà, faites des cagettes, rangez les pièces ensemble. Pareil, prenez des photos, prenez tout en photo. Vous démontez une pièce, prenez en photo avant de démonter, prenez en photo pendant que vous démontez, prenez en photo après que vous démontez. Prenez en photo en gros plan, prenez en photo en plan large. 6 mois plus tard, quand vous allez devoir remonter la pièce, vous remercierez. Alors oui, ça va faire des centaines de photos, et même comme ça, je vous garantis qu'il y a des fois où vous allez vous dire « Merde, il me manque cet angle de vue là, merde, comment ça se met exactement, merde, comment ça se branche ?» Voilà. Prenez des photos, prenez plein de photos. Et annotez les fiches, annotez les microfiches. Parce que les microfiches, il peut y avoir des erreurs dessus, elles peuvent ne pas être très claires. Annotez-les. 5e conseil, savoir gérer sa motivation. Savoir gérer sa motivation, alors j'en ai déjà parlé un petit peu avec les deadlines, ça peut aider. Mais il faut aussi savoir prendre du recul. Il faut aussi savoir s'arrêter. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui part de travers, vous n'êtes pas très motivé. Bon, il faut savoir prendre du recul, dire ok, bon bah là, ça part en cacahuète, j'arrête avant de m'énerver. Ou non, là je suis vraiment pas motivé, je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire. Ne vous forcez pas non plus à vous lancer dedans. C'est là que les bêtises arrivent. C'est là que les conneries arrivent, c'est là que vous allez casser des choses. Après, quelque chose qui aide beaucoup, en tout cas qui, moi, m'aide beaucoup, mais que je ne peux pas faire du coup en filmant, c'est essayer de faire tous les jours un petit quelque chose, même si c'est juste 5 minutes, même si c'est juste nettoyer, ranger une pièce. 5 minutes, 5-10 minutes, faire un petit quelque chose. C'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup à garder la motivation. Bien sûr, même comme ça, il y a des jours tu peux pas. Il y a des jours tu n'as pas le temps, il y a des jours tu n'as pas de petites tâches comme ça, tu n'es pas là, tu es dans la famille, voilà. Bon. Mais dans la mesure du possible, moi perso, je trouve que ça m'aide. Après, ça c'est perso et chacun fonctionne différemment. Alors, quelque chose que je n'ai pas abordé dans ces 5 conseils, c'est l'aspect financier. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une question qui m'a été posée à part entière. Et on va essayer d'y répondre. Alors, question de néophyte. Au total, ça coûte combien? Alors, c'est une excellente question. Et je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Alors, pourquoi ça dépend? Parce que c'est extrêmement variable. Alors déjà, je vais donner une première règle du pouce grossière. Quand vous voulez vous lancer dans un projet comme ça, vous faites le tour de la moto, vous regardez un petit peu, vous regardez ce qui manque, vous regardez ce qui a l'air cassé, vous regardez un petit peu si les pièces sont difficiles à trouver, combien ça coûte à peu près, etc. Vous arrivez à une première estimation grossière. Si vous avez de la chance, vous tiendrez dans un peu plus de 2 fois ça. Si vous avez beaucoup de chance. Voilà. C'est extrêmement variable en fonction de ce que vous allez découvrir en démontant la moto. En fonction de ce que vous allez découvrir en essayant, en la remontant, en essayant de redémarrer, etc. On en a eu quelques beaux exemples avec celle-là. C'est aussi très variable selon où vous êtes. Déjà parce que mine de rien, quand vous allez devoir acheter des pièces, quand vous allez devoir acheter des consommables, quand vous allez devoir acheter des choses, si vous pouvez aller chercher vous-même plutôt que de devoir faire livrer, mine de rien, ça peut économiser pas mal. Et aussi parce que tout ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, que vous allez faire, c'est des choses dont le coût peut varier énormément selon où vous êtes. Celle-ci, le sablage thermolaquage du cadre, j'étais en région parisienne à l'époque, ça m'a coûté le double de ce que ça m'a coûté sur celle-ci. Donc c'est extrêmement variable. Alors,
C'est bien, j'ai dit, voilà, ça dépend, c'est très variable, machin, nanana. En chiffres, combien ça fait? Alors, je vais donner quelques exemples. L'Aprilia que j'ai emmenée sur piste, elle m'a coûté, il n'y avait pas trop de choses à faire, j'ai eu un petit peu de chance. Entre l'achat de la moto et la remise en route, elle m'a coûté un petit peu plus de 4 000 €. Ça fait déjà une somme quand même, hein, mine de rien. Celle-ci de Cagiva, hors fluide, je suis aussi un petit peu plus de 4 000 €. Elle n'est pas finie. Il reste la peinture. Ça va être un gros chèque à faire. Pour donner un ordre d'exemple, celle-ci, elle m'a coûté un petit peu plus de 6 000 € à refaire entièrement, peinture inclus. Ceci dit, encore une fois, c'est pas tout à fait exact, puisque dans les 6 000 € de celle-là, il y a eu des lots de pièces. Lots de pièces dont j'ai utilisé des pièces pour celle-ci. Et il me restera des pièces, donc il faudra que je revende des pièces. Donc le bilan global, je ne pourrai pas le faire tout de suite, il faudra attendre d'avoir fini les deux motos, d'avoir revendu les pièces, et je pourrai faire un bilan global des deux. Pour l'instant, sur les deux, je suis à un petit peu plus de 10 000. Donc oui, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est un loisir qui coûte cher. Est-ce que c'est rentable? Probablement pas, probablement pas. On trouve des motos roulantes avec juste de l'entretien courant à faire pour 1500, 2000 €. Là, forcément, c'est une moto que vous achetez 300 balles, mais derrière, vous passez 5000 € en pièces, en peinture, en ceci, en cela. C'est pas si rentable que ça, hein. Alors, autre question intéressante, c'est quoi le matos minimum pour commencer à retaper des véhicules? Alors, je vais répondre pour moto, parce que ça, je sais, je connais un petit peu. Voiture, j'ai jamais eu l'occasion de faire, j'ai jamais eu le temps ni la place, et ça demande probablement de l'équipement un petit peu plus lourd. L'avantage des motos, c'est que c'est moins cher, ça prend moins de place, c'est plus léger, tout est plus accessible. Pour mettre les mains, il n'y a pas de carrosserie, donc forcément c'est plus accessible. Et pour commencer à travailler sur des motos, pour commencer à faire des travaux, entre guillemets, moyens à sérieux, bah déjà la première chose, c'est des béquilles d'atelier. Alors, elles sont plus sur la moto, mais vous les avez vues dans les vidéos. C'est quelque chose qui permet de soulever la moto, tout simplement, de ne plus avoir les roues au sol. Pourquoi? Parce que l'une des premières choses que vous allez faire, ça va être de démonter les roues. Ne serait-ce que, par exemple, pour aller faire changer les pneus, vous allez démonter les roues. Donc vous avez besoin d'une paire de béquilles d'atelier. Ça coûte pas très cher, on trouve des packs avant-arrière pour 50-60 balles. Donc c'est pas un gros investissement et ça va vous changer la vie. Ensuite, à part ces béquilles, bah, mine de rien, avec du petit outillage, on peut déjà faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que j'appelle du petit outillage? Ça va être des clés, des douilles, tournevis, pinces, marteau. Voilà, vraiment les essentiels. Ce qui va vraiment faire la différence sur cet outillage-là, c'est la qualité. Si vous partez avec de l'outillage premier prix de grande surface, ça va être une galère sans nom. Pourquoi? Parce que bah, ça va être pas très bien ajusté, ça va être, les clés vont être molles. J'ai déjà eu le cas de clés qui se déforment. Ça va vraiment pas être terrible. Alors, vous n'avez pas besoin de taper non plus dans le très haut de gamme, vous n'avez pas besoin de prendre du Facom, vous n'avez pas besoin de prendre du Beta, moi non plus, hein, j'en ai pas. C'est extrêmement cher et c'est intéressant pour les gens qui passent leur journée à travailler avec et à faire des choses dures avec. C'est pas notre cas, on reste des amateurs, on fait ça pour le plaisir, on fait ça 1 heure de temps en temps, voilà. Moi, ce que je conseille et ce sur quoi je suis parti, c'est du milieu de gamme, type KS Tool, laser, etc. C'est, je trouve, une bonne balance. Alors, c'est plus cher que l'entrée de gamme, mais en termes de qualité, en termes de confort de travail, ça se ressent vraiment. C'est vraiment une différence marquante. Donc, c'est la chose sur laquelle j'insisterai. Prenez pas des tonnes d'outillage, mais prenez de l'outillage de qualité correcte. Je dis pas excellente, je dis correcte. Par la suite, oui, vous allez arriver devant des choses où ah, ce serait bien, ou ah, j'ai besoin de ça. Alors, ce serait bien, c'est ce que j'appelle l'outillage de confort. Ça va être par exemple, j'ai un compresseur, j'ai une clé à choc. C'est du confort. J'en ai pas besoin. Je pourrais faire sans. J'ai fait sans pendant très longtemps. Le ah, j'ai besoin de ça, ça va être de l'outillage spécifique, spécialisé. Un arrache-roulement, de quoi retirer les pneus. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Un compresseur de ressort. Voilà. C'est des choses
dont vous avez besoin pour faire une opération bien spécifique, mais que vous n'allez pas utiliser tous les jours. Vous allez utiliser 1 à 2 fois, vraiment pas très souvent. Bah, dans ces cas-là, il faut vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je vais quand même utiliser de temps en temps, auquel cas bah, ça vaut le coup de l'acheter? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment que je vais faire qu'une seule fois, ou qui est vraiment très chiant à faire, hein, les pneus je vous regarde, bah, dans ce cas-là, je sous-traite, je ne m'embête pas. Je prends la pièce, je vais voir un spécialiste, je vais voir un professionnel qui est équipé, qui a l'habitude, qui le fait tous les jours. Et oui, ça va me coûter un petit peu d'argent. Mais déjà, ça va me coûter moins cher que l'outil spécialisé. Et ce sera probablement mieux fait. Je dis probablement parce que j'ai déjà eu des surprises. Et derrière, vu que de toute façon, vous n'allez pas le faire souvent, bah c'est rentable, tout simplement. Alors bah, on en parlait justement, un outil que tu regrettes d'avoir acheté. Exemple, usage trop niche pour un prix prohibitif. Eh ben oui, justement, oui. Voilà, on en parlait, ça m'est arrivé. J'ai acheté une mallette d'outils spéciaux pour les raccords de tuyaux de climatisation sur les voitures. J'avais un problème de clim sur la voiture. Bon, bah, j'ai acheté ça et puis pour régler mon problème de clim. Surtout qu'il y a plein de tailles différentes et que bah, si t'as pas la bonne, t'es coincé. Ça coûte très cher. En tout cas, j'ai pris de la qualité correcte et ça coûte très très cher. Je m'en suis servi une fois. Voilà. Donc, j'aurais dû regarder si je n'aurais pas pu louer quelque chose parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et au moins, ça ne m'encombrerait pas après. Voilà. Après, j'aurais pu aussi acheter moins cher avec le risque qui m'est arrivé sur d'autres outils. Hein. Acheter pas cher, c'est prendre le risque d'acheter 2 fois. Parce que l'outil pas cher, bah, il est pas cher, et des fois il est pas cher parce qu'il n'est pas bien ajusté, parce qu'il marche pas bien, parce qu'il est un peu foireux. Et bah, des fois il marche pas et on est obligé d'acheter le bon outil derrière. Donc on a dépensé 2 fois de l'argent. Voilà, alors, quand on retape une bécane de A à Z, comment ça se passe pour l'immatriculation? Genre, faut la faire d'abord passer à un contrôle technique. C'est une question super intéressante et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu également aborder dans les conseils. L'importance de la situation administrative. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur les conseils. Quand on vous vend une moto sans carte grise, ou 2 cartes grises de retard, 3 cartes grises de retard, comme j'ai pu le voir, fuyez, ça pue la merde. Ça pue la merde. C'est l'enfer derrière. Au niveau administratif, c'est hyper compliqué. Petite anecdote, celle-ci n'avait pas de carte grise et j'ai réussi à l'immatriculer parce que j'avais quand même des papiers. C'est une moto que j'ai achetée suite au décès de son propriétaire. Donc j'avais les papiers du notaire comme quoi elle était bien listée dans les propriétés du défunt. Et j'ai eu du bol, elle n'était pas déclarée volée. Donc méfiez-vous. Un véhicule sans certificat d'immatriculation ou avec des certificats d'immatriculation en retard, c'est très compliqué à immatriculer, si c'est possible. Si vous avez des certificats d'immatriculation en retard, vous allez faire des faux en écriture. Je sais que c'est rarement poursuivi, en tout cas chez les flics, mais si vous vous faites choper, c'est super grave. Faites super gaffe. Donc, pour en revenir à comment ça se passe pour l'immatriculation quand on retape une bécane. Alors, quand on retape une bécane, moi, mon expérience, c'était avant le contrôle technique moto. Donc, avant le contrôle technique moto, c'était facile, vous aviez le certificat d'immatriculation, la moto n'est pas déclarée volée, la moto n'est pas déclarée économiquement irréparable, attention aussi là-dessus, pas de problème. Vous avez le certificat de non-gage, vous avez le certificat de vente, vous avez le certificat d'immatriculation, vous l'immatriculez comme un véhicule roulant, il n'y a aucun problème. Là où ça se complexifie, c'est si la moto est bloquée, ce qu'on appelle gagée, c'est-à-dire par exemple si elle est en procédure véhicule économiquement irréparable. Là, il y a des procédures à suivre. Honnêtement, je vous déconseille de partir là-dessus. Maintenant qu'il y a le contrôle technique moto et que on est obligé de passer le contrôle technique pour pouvoir vendre un véhicule. Et donc pour pouvoir faire une nouvelle immatriculation du véhicule. Comment ça se passe ? Alors, là, je parle en théorie. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. En théorie, vous avez besoin d'avoir passé un contrôle technique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le contrôle technique soit favorable. Vous pouvez tout à fait amener une moto non roulante au contrôle technique. Le contrôle technique sera refusé.
mais vous aurez le papier comme quoi vous avez passé un contrôle technique. Et avec un contrôle technique, même refusé, vous pouvez en théorie, normalement, faire le changement de propriétaire. Et à partir de là, vous êtes tranquille. Et une fois que vous aurez fini de réparer la moto, vous retournez au contrôle technique, vous refaites un contrôle technique, qui celui-là sera positif, et vous pouvez rouler. En pratique, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens avec qui je discute, qui eux, ils attendent vraiment la toute fin, une fois qu'ils ont tout fini, que la moto est nickel, pour s'occuper de l'administratif, pour faire le changement de propriétaire, etc., etc. Alors, il y a le cas un petit peu particulier des procédures FFVE. Vous n'avez pas de carte grise, etc. Vous devez faire immatriculer via un dossier FFVE. Effectivement, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'attendre la fin, puisque la FFVE vous demande de vous engager sur l'honneur que le véhicule est conforme à l'origine et fonctionnel. Bon. Sur les véhicules, entre guillemets, où vous avez la carte grise, et vous avez la possibilité de faire la procédure tout de suite, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. Si jamais il y a le moindre problème dans le déroulement, si jamais vous avez besoin de recontacter le vendeur parce qu'il s'est gouré sur un truc sur le certificat de vente, bah c'est plus facile de le faire une semaine après que de le faire 3 ans après. 3 ans après, le mec il a peut-être déménagé, il a peut-être changé de numéro de téléphone, puis probablement il ne vous répondra pas parce qu'il n'en aura plus rien à foutre. Et là, vous allez vous retrouver avec 1 an, 2 ans d'efforts, des milliers d'euros de pièces, et puis bah, vous pouvez rien en faire. C'est dommage quand même. Donc, voilà. Moi, je me suis toujours occupé de l'administratif en premier, comme ça, c'était réglé, et je savais que je pouvais investir mon temps et mon argent dans la remise en état du véhicule, sans que derrière, je me retrouve coincé, quoi. Ah, pas mal celle-là. Dans celle du fond, c'est laquelle la prochaine à passer sur le billard? Alors effectivement, normalement, la suivante à passer sur le billard, elle est effectivement déjà présente dans le garage. Vous avez peut-être vu des petits morceaux de cette moto en fond d'image sur certaines vidéos. Sauf imprévu. Sauf imprévu. Ce ne sera pas tout de suite, parce que faut déjà finir celle-ci. Derrière, j'ai de l'entretien à faire sur les autres motos, puisque pendant que je suis en train de travailler sur celle-là, je ne peux pas en même temps faire l'entretien sur les autres motos. Et puis, mine de rien, il y a eu beaucoup d'imprévus sur celle-là, et je commence à tirer un peu la langue. Donc je prendrai aussi un petit peu de temps pour me reposer, et notamment, j'espère bien pouvoir profiter de la saison prochaine, faire un petit peu plus de circuits, pouvoir rouler un petit peu plus. Donc, je vais essayer de garder un petit peu la surprise. Donc, je vais quand même donner quelques indices. Alors, elle est rouge. Voilà, ça donne déjà un petit indice si vous voulez regarder dans le fond des images. Elle est italienne aussi. Voilà, j'ai beaucoup de motos italiennes. Et elle est encore moins connue que les Cagiva. Donc, je ne sais pas encore ce que je ferai comme vidéo dessus, mais je ne suis pas sûr d'intéresser grand monde. C'est vraiment pas une moto très très connue. Celle-là, elle est pas mal. Alors, est-ce que l'huile de vidange, c'est bon pour la barbe? Est-ce que c'est ça qui a fait pousser la tienne? Je demande pour un ami. Alors, écoute, ton ami, hein, on sait ce que ça veut dire. Tu pourras lui dire que, ouais, j'ai essayé l'argument de, ouais, non, mais c'est bon, la barbe, je l'huile, la 10W40, c'est bon. Non, ça, apparemment, non. Vu les yeux qu'on me fait quand je dis ça, non, apparemment, c'est pas ça. Donc, visiblement, c'est pas ça qui a fait pousser la mienne. Ça doit être que je lui foute beaucoup la paix, même un petit peu trop. Les rares fois où je vais chez les barbiers, je me fais un peu engueuler parce que je l'entretiens pas assez. Donc voilà, c'est juste lui foutre la paix, la laisser tranquille, l'hydrater, et puis et passer chez le barbier de temps en temps. Alors, comment rendre la moto et sa pratique moins de droite? Grande question, vaste question. 2 choses, déjà en pratiquant. Hein. C'est sûr que si on laisse la pratique de la moto aux gens de droite, la moto c'est de droite. Donc déjà en pratiquant. Ensuite, en se rappelant que la moto à la base c'est plutôt un véhicule de prolo. Ça, pendant très longtemps ça a été le véhicule des prolos, parce que c'est vachement moins cher qu'une voiture, et que ça permet de se déplacer pour beaucoup moins cher qu'une voiture. Et même derrière, au niveau sportif, c'est quand même des performances de voitures de sport accessibles à beaucoup moins cher. La droite, généralement, ils préfèrent les voitures. C'est plus cher, c'est plus statutaire, voilà. Donc,
En fait, j'ai l'impression que cette bascule de la moto, du véhicule de prolo au véhicule de marginal, ça s'est opéré dans les années 80, début des années 90. Quand les voitures sont devenues suffisamment accessibles et que les gens ont abandonné le deux roues et ses inconvénients pour les voitures pas chères. C'est ce que j'imagine un petit peu. Donc voilà, on est arrivé au bout des quelques questions que vous m'avez posées. Donc déjà, merci pour ces questions. J'espère que mes réponses ont pu vous satisfaire. Moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Et puis, je vais vous dire à l'an prochain pour, on espère, un prochain épisode sur cette Cagiva. À bientôt et bonnes fêtes.